en effet, j'ai voulu, un petit peu, m'attarder sur, les médias, la culture populaire, les œuvres. Parce que finalement, comment on peut, partager finalement cette, crainte, du réchauffement climatique, de lutte contre la pollution et cetera et finalement les artistes, ont envie des fois de partager cette crainte et de la partager de façon un petit peu, subtile ou pas du tout et c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien le diapo, mais l'idée un petit peu, c'est déjà de faire un petit tour de qu'est-ce que les médias? Parce qu'en réalité, on pense médias, on pense souvent, bah, les journaux télévisés, le journal papier, mais là, on va parler vraiment médias au sens large. Donc c'est-à-dire, bah, là, je vous le dis, jeux vidéo, les films, les romans, les BD, aussi l'art et aussi un petit peu les jeux de société qui s'y mettent de plus en plus. Donc là, je vous ai partagé justement une œuvre d'art qui est à Venise, où on voit littéralement, bah, quelqu'un qui se noie à Venise. Donc ça fait partie un petit peu de justement, de comment transmettre ce message parmi les œuvres. Donc là, ce qu'on va voir forcément, bah, c'est les comment ils sont présentés. Donc des fois, c'est littéralement, c'est hyper visible, je veux dire, il y a pas d'ambiguïté, on le sait. Des fois, bah, je vais vous montrer aussi par rapport à la satire, métaphore ou environnement post-apocalyptique. En tout cas, on nous montre quelque chose sans forcément dire: «Attention, ça parle d'écologie» et des fois, bah, c'est là, mais ça a pas c'est un décor, ça a pas forcément d'importance, mais c'est quand même là. Alors, pourquoi j'ai choisi les médias? Parce que justement, un film, des images, une œuvre d'art, ça peut nous marquer. Alors souvent, quand on est marqué, on parle souvent, justement des œuvres d'art. On dit: «Ah tiens, cet artiste-là, il m'a fait ressentir quelque chose». Mais c'est un peu justement, c'est un peu l'idée de base. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup, dans les jeux vidéo indépendants où, le but, ça va être de justement sauver la planète ou améliorer le bien-être commun. Donc forcément, on en parle puisque, bah, l'écologie, c'est omniprésent aujourd'hui, c'est un sujet majeur, du XXIe siècle. On en parle partout, dans les médias, en entreprise, avec la fresque du climat et cetera. Et forcément, bah, comme d'habitude, il y a des choses qu'on voit et des choses qu'on ne voit pas. Vous avez reconnu le petit robot Wall-E là, dans un monde, qui a déjà connu le réchauffement climatique et nous, quand on imagine le paradis, bah, on aimerait plutôt, être sur la vie d'Avatar où, on a une nature luxuriante. Alors, je vous parle d'abord, bah, du média, jeux vidéo parce qu'en ce moment, c'est celui qui, en parle, on va dire, le plus. C'est aussi un domaine, que je maîtrise un peu plus. Donc j'avais déjà fait une présentation du jeu Echo, donc je vous invite à aller voir, hein, pour être beaucoup plus précis sur, quelles mécaniques on rencontre dans ce genre de jeu. Alors, pourquoi le jeu vidéo, c'est un média hyper intéressant? Bah, parce qu'en fait, le joueur, il est directement impliqué dans cette œuvre. C'est ces choix qui, des fois, vont, générer de la pollution, au contraire planter des arbres et cetera. Donc il a un véritable impact dans les choix et les conséquences. Donc les jeux, on retrouve, bah, évidemment des classiques, hein, on gère les ressources, donc comme je vous parlais du jeu Echo, bah, on a des ressources limitées, donc comment faire pour pouvoir à la fois avancer dans le jeu et gérer des ressources? Donc on se trouve avec vraiment cette idée de on utilise la planète et en même temps on essaye de la préserver. Alors évidemment, on a aussi, bah, ce qu'on va voir des impacts de cette pollution. Donc on a l'exemple aussi de SimCity où finalement, la pollution, c'est du gameplay. On a pris un élément réaliste pour l'amener à un élément du jeu, où on doit faire attention. Ensuite, on va encore reciter Echo. Bah, finalement, si l'environnement est dégradé, c'est beaucoup plus difficile de jouer. On a moins de ressources, l'environnement est beaucoup plus difficile à assimiler, c'est compliqué de faire pousser des plantes dans le désert une fois qu'il y en a partout, par exemple. Et donc évidemment, on en arrive où finalement c'est le joueur et ses choix, ou d'ailleurs même des choix collectifs qu'on est sur un jeu multijoueur, qui va vraiment avoir cette dimension écologique. Est-ce que le joueur, prend en compte l'écologie ou au contraire, il est vraiment dans une démarche de, productivisme pour son gameplay? Là je vous ai présenté, en images 2 jeux. Donc, le premier jeu alors c'est Terranil, où en gros on fait l'inverse, on part d'une planète sinistrée et on doit, faire des infrastructures pour revenir sur quelque chose de beaucoup plus, green, planter des arbres, remettre des rivières en route et cetera.
Le deuxième, c'est un jeu qui n'est pas encore sorti, c'est un projet où littéralement on va devoir, nettoyer la planète Terre comme son nom l'indique. Donc c'est un jeu à surveiller. En tout cas, moi, il est sur, ma playlist, de Steam. Non, c'est des jeux payants. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, hein, si vous en avez, hein. Je vais peut-être passer assez vite sur certains concepts, mais il y a beaucoup de choses à dire sur tous les éléments de gameplay de ces jeux. Parce que là, on va un petit peu justement, passer en revue, ces éléments de gameplay par rapport à l'écologie. Alors là, comme je vous dis, donc système basé sur les conséquences. Donc pour ceux qui ont pu jouer à SimCity ou à d'autres city builders comme City Skyline, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi comme city builder? Je suis sûr que vous en avez plein en tête, où finalement la pollution, c'est vraiment un élément de gameplay. L'idée, si vous faites de la pollution avec vos usines ou vos traitements des eaux, vous mettez une station d'épuration à côté des habitations, la population va pas être contente et vous allez perdre des points. Donc ça, c'est vraiment le principe, la pollution est un élément de gameplay. On ne sensibilise pas, mais on, se sert de la réalité pour, faire quelque chose de réaliste. On a quelque chose qui est arrivé en premier. Je vous ai parlé de Civilization 4, ils font ça depuis le 2, où en gros, on peut avoir un réchauffement climatique. Donc c'est pour ceux qui connaissent, c'est un jeu multijoueur où on doit gérer une civilisation, comme son nom l'indique. Et l'idée, c'est on va avancer dans l'histoire, on va partir de la préhistoire pour aller jusqu'à l'époque, futuriste, qu'on ne connaît pas. Et dans, ces choses, si on se met à produire trop, à faire trop la guerre au niveau avec des armes et cetera, on va provoquer un réchauffement climatique, un réchauffement global. C'est-à-dire qu'en gros, tous les joueurs sont responsables. Il suffit d'un joueur pour pénaliser tout le monde. C'est-à-dire que toute la carte du monde va être impactée en termes d'inondation, en termes de chaleur et cetera. Donc forcément, c'est le choix de tous les joueurs qui est important, mais un seul joueur peut, tout changer. Donc c'est des jeux où finalement on simule beaucoup le réel. C'est vraiment le principe de ces 2 jeux-là, c'est vraiment des simulations. En toi, simulation de ville, simulation de civilisation. Donc en gros, c'est anticiper les conséquences à long terme. Donc on doit anticiper forcément l'écologie, mais aussi l'économie et cetera. Donc ça, c'est vraiment l'exemple où, on essaie de se rapprocher de la réalité. On va passer assez rapidement sur celle-là, puisqu'en réalité, j'ai déjà fait une présentation entière sur le jeu Echo, où on passe vraiment en revue justement, toutes les mécaniques possibles et imaginables pour, améliorer, la biodiversité et lutter contre le réchauffement climatique. Donc là, on est vraiment sur un MMORPG qui est basé sur l'écologie. Donc l'idée, c'est, on a un écosystème qui simule notre planète. Il y a des ressources, on peut cultiver des plantes, on peut planter des arbres, récolter des arbres, construire des maisons. L'idée en étant à la fin de pouvoir créer une civilisation sans détruire la planète. Après avoir joué beaucoup à ce jeu, dans 90 des cas, la planète est bousillée. Je ne sais pas si, c'est très, très bien, mais malheureusement, c'est une réalité. Donc là, évidemment, on a vraiment ce côté justement qui met en avant ce côté collectif. Donc forcément, c'est pareil, hein, tout le monde a le droit d'être, d'être productiviste, mais à la fin, s'il suffit qu'il y en ait un qui respecte pas les choses et on peut se retrouver vite avec une planète inhabitable et injouable. L'avantage de ce jeu, c'est que quand on n'est plus content de la planète, on peut quitter la partie. Aujourd'hui, en réel, bah, on ne peut pas quitter la partie. Ensuite, donc, on se retrouve avec des jeux qu'on voit beaucoup actuellement, ça doit parler à certains, Factorio, Satisfactory, Planet Crafter, qu'on m'avait cité la dernière fois. Là, l'idée, c'est on a ce côté, industriel. C'est vraiment des jeux alors Factorio, je veux dire, il y a pas d'ambiguïté, c'est un jeu où on doit faire des usines et forcément, bah, qui dit usine dit, transformation des matières, utilisation des ressources et pollution. Et littéralement, donc Factorio, c'est pareil que SimCity, c'est un élément aussi de gameplay. C'est-à-dire que la pollution, elle va vous faire attaquer par des insectes qui n'aiment pas la pollution. Mais en soi, bon, la planète ne sera, jamais détruite. À l'inverse, Planet Crafter, on commence sur une planète qui est complètement désertique et l'idée, c'est de recréer un environnement, avec des arbres, des animaux. On commence vraiment avec rien du tout. On commence par recréer des lacs, des sources d'eau. Ensuite, on recrée de la végétation, la biodiversité, des insectes et au fur et à mesure, on va créer des poissons, des animaux, donc c'est l'effet inverse. On part d'une planète qui a été sinistrée par le réchauffement climatique et on essaie de revenir à une planète, dire «normale» entre guillemets. Donc l'idée de ça, c'est est-ce que c'est, des jeux de progrès ou de destruction?
forcément, on voit vraiment l'humain qui, à force de produire, bah, détruit la nature et à l'inverse, il dit: «Bon, on part de rien et on recrée de zéro grâce à la technologie». Donc là, on a une vision techno-solutionniste. Alors ça, ça fait extrêmement débat parmi les gens, mais en tout cas, le jeu vidéo nous, montre cette approche. Ensuite, sans transition, donc on va passer, rapidement au film parce que finalement, moi, j'ai identifié 3 façons de montrer l'écologie dans les films. Donc, celui qui va vous parler forcément si vous l'avez vu, c'est Don't Look Up. Si vous l'avez pas vu, je vous invite vraiment à le voir. C'est une énorme satire. Heu, on voit, la météorite arriver sur Terre qui va tout détruire. Désolé, je vous spoil, mais tout le monde dit: «C'est pas grave, c'est pas important, continuons comme ça». On a aussi du technosolutionnisme où on dit: «Ah, on va aller exploiter la comète plutôt que d'essayer de l'arrêter». Voilà, donc le film, il est vraiment, pour le coup, là, il y a pas de discours moralisateur, c'est littéralement, c'est satirique. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde il y a le problème, mais personne ne le voit et c'est vraiment une allégorie par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. 2e point que j'ai identifié, bah, c'est la dystopie. Bon, bah, vous avez tous vu le film Wall-E. Bah, on commence sur une planète désertique et les humains se sont enfuis, dans l'espace en attendant que la planète soit de nouveau habitable et c'est tout l'enjeu de ce film qui nous montre bien qu'on attend que ça se remette en place. Et enfin, alors, on peut pas forcément le voir comme un film écologique. On pense à Avatar qui a popularisé la 3D au cinéma où, ils en ont mis plein la vue avec de la végétation, une nouvelle nature et cetera. Une autre façon de voir un biome, mais on reste dans la nature et là, forcément, bah, c'est une écologie qu'on voit, on va dire un peu de décor. Et c'est quelque chose, c'est un peu idéalisé. On aimerait vivre dans un monde idéalisé, comme ça et ça donne envie justement de préserver ce qu'on a et on le voit bien dans, Avatar où le but, des indigènes, c'est de sauver leur planète qui est justement luxuriante et contre l'humanité qui veut exploiter les ressources. Touc, 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 je ne retrouve plus ma souris. N'hésitez pas à poser vos questions, hein, toujours, hein, sur les films. C'est chaque fois, si vous connaissez pas l'heure, vous avez des choses à ajouter, n'hésitez vraiment pas. Excusez-moi, je n'arrive plus à cliquer. Je fais ça. Et voilà. Aïe, aïe, aïe. On passe, au roman. C'est vrai que la lecture, aujourd'hui, les gens forcément lisent un peu moins, mais je vous ai quand même mis des œuvres qui sont, plus ou moins connues. Heu, il y a pas mal de geeks, chez Extia, donc je pense que vous avez entendu parler du film Dune. Il y a eu 2 films, hein, un très récent de Frank Herbert et l'ancien qui était vous allez me rappeler, c'est, David Lynch, je crois. Donc 2 approches très différentes. Donc l'idée là, c'est qu'on a déjà finalement une planète qui est sinistrée et on voit que, bah, l'eau est rare, c'est une ressource vitale, on le voit bien en avant. L'épice aussi est rare bien évidemment, donc la planète est nécessaire en termes d'exploitation de ressources. C'est tout le paradoxe. Donc c'est vraiment oui, là ce Dune, c'est une réflexion sur la gestion des ressources et l'adaptation, on peut pas dire mieux. Je voulais vous parler aussi de Silo. Alors, Silo, ils ont fait une série récemment, ils en sont à la saison 3. C'est un film où finalement on est déjà dans une dystopie où les êtres humains se retrouvent dans une planète sinistrée et ils sont placés dans des silos et on voit une petite communauté humaine qui essaye de survivre avec et qui a créé ses propres croyances par rapport à cette planète sinistrée. C'est aussi une série ou un roman que je vous invite à lire. La série est mieux que le roman, en toute honnêteté. C'est sur, Apple TV et donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de montrer un petit peu comment s'adapterait une population par rapport à ce genre de contraintes. Parce que finalement l'humanité s'adapte aussi. Alors ça ensuite, je vous parle aussi d'anticipation, réaliste. Alors Le Monde sans nous, je ne l'ai pas lu. C'est quelqu'un qui m'a, recommandé. Donc c'est littéralement, bah, en fait oui, comment serait la Terre sans les humains? Et le thème est intéressant parce qu'en réalité quand on parle de sauver la planète, heu, on veut surtout sauver notre espèce. Puisque la nature en tant que telle, elle peut se recréer après nous, hein. Elle peut refaire des nouvelles espèces, elle peut recréer de nouvelles espèces d'arbres. Elle l'a déjà fait avec les dinosaures, elle pourra très bien le refaire une troisième fois. Mais l'idée, c'est aussi de préserver notre propre espèce.
Donc ce roman nous fait aussi réfléchir sur l'après. On a le même genre avec aussi ce comment s'appelle le film avec, Will Smith là, avec les zombies là, je vais retrouver. Heu, N'hésitez pas à le dire dans le chat si, vous vous rappelez, c'est, Je suis une légende, voilà, j'ai retrouvé. Je suis une légende. On n'a pas cette notion de réchauffement climatique, mais on a quand même ce côté catastrophe où, la nature, reprend ses droits. Mmh, exactement. Il y a beaucoup de dystopie, hein, dans le dans les œuvres justement pour faire réfléchir. Bah, c'est un peu tout le thème finalement. C'est un peu montrer la catastrophe pour faire réfléchir. Alors en ce qui est, des BD et des mangas, alors j'ai essayé de mettre un peu de tout. Je vous ai mis Tintin au Tibet sans grande conviction, pour voir un petit peu parce que c'est assez connu et pour montrer en gros, bah, oui, on a une BD où on voit beaucoup de nature qu'on a envie de préserver. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de message écologique dans Tintin au Tibet. Quoique, j'avoue que ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, mais voilà. On a des beaux paysages, c'est des choses qu'on a envie de préserver. Heu, alors après manga, je vous ai mis, manga, bon pour les puristes, j'aurais pu dire animé, je vous ai mis Princesse Mononoke. Pour moi, c'est une des œuvres majeures, de ces dernières années, donc forcément j'étais obligé de le mettre, hein. J'adore. Si vous l'avez pas vu, c'est pas normal, hein, faut le voir. Donc là, on voit bien un conflit entre la nature et les humains, qui est vraiment, anthropomorphé. Bon, je vais pas vous spoil, l'animé, ça serait dommage, mais c'est vraiment tout est résumé dans ce combat, une nature contre les humains. Je suis obligé de le dire aussi vulgairement parce que je ne veux pas vous spoiler le film. Et ensuite, alors pareil, c'est un comics qu'on m'a recommandé, mais je ne l'ai pas lu. On est encore comme dans les romans ou les films, sur quelque chose de dystopique où tout a déjà été détruit. Alors, je vous ai mis Batman parce que, bah, Batman, tout le monde connaît, c'est un comics qui est extrêmement lu, partout dans le monde. Donc avoir un message justement sur les dystopies, le réchauffement climatique, la destruction de la planète, c'est primordial de l'avoir dans des œuvres connues et importantes. Donc c'était pour moi important de vous montrer aussi que, voilà, plus une œuvre est majeure, importante et plus le message risque d'être transmis. Je lis le commentaire de Marie-Hélène en même temps. Demain le film documentaire Demain pour les solutions locales et ben, j'irai le voir parce qu'honnêtement je ne connaissais pas. Donc merci Marie-Hélène pour, cette suggestion. Ensuite, alors on passe à un domaine où, malheureusement je ne joue pas assez aux jeux de société. Je pense qu'il y a plus de joueurs de votre côté à mon avis. Je ne sais pas si on a des joueurs de jeux de société dans l'agence là. Au vu des petits sourires gênés, je pense que non. Heu, donc là, l'idée alors, là, ce qui est bien, c'est qu'on est un peu sur c'est du natif. Les jeux de société, généralement, qui parlent d'écologie sont basés sur ce thème écologique. C'est on a plus de public qui arrive. Donc l'idée, c'est ça, c'est qu'en fait, le jeu est basé sur l'écologie de base. C'est-à-dire que la plupart du temps, si on va parler d'écologie dans un jeu, c'est le thème. C'est primordial. Donc on a, Terraforming Mars, qui aussi est un jeu vidéo pour le coup. Donc là, bah, on retrouve un peu les thèmes qu'on voyait dans les jeux vidéo, de devoir refaire une planète habitable. Donc pareil, hein, gestion des ressources et comment on peut faire pour remettre les choses d'aplomb. Ensuite, un autre jeu de société donc auquel je n'ai pas joué, je prononce peut-être mal, hein, Wingspan ou Wingspan. C'est un écosystème autour des oiseaux. Donc l'idée là, on parle plutôt de biodiversité. Heu Moi, en tout cas, je vais essayer d'y jouer parce que bon, moi, le thème me parle un petit peu, donc je vais voir. Ensuite, Daybreak, alors c'est un jeu que j'ai acheté il y a pas longtemps. Alors, c'est un jeu qui est très complet, peut-être trop complet, parce qu'on a galéré à comprendre les règles du jeu. C'est peut-être un peu le principe d'ailleurs. Donc là, l'idée, littéralement tous les joueurs, jouent ensemble contre le jeu. Alors en jeu de société, c'est assez, surprenant parce que normalement on joue plutôt contre les joueurs et ben non, là on joue contre le jeu. Et le but, c'est bah, forcément, face à la crise climatique, de pouvoir, réduire les émissions et s'adapter, à l'environnement. Donc forcément, les jeux, bah, ils portent là déjà, on est vraiment sur quelque chose qui porte un message, qu'ils sont faits pour ça aussi. Toujours ce côté collectif des joueurs, donc là, c'est un truc qui est assez nouveau. C'est l'ensemble des joueurs qui jouent contre le jeu, contrairement à un Monopoly où chacun s'affronte les uns contre les autres.
On pourrait imaginer aussi un Monopoly avec une dimension écologique, hein, si ce n'a pas été déjà été fait. Forcément, bah, c'est là, on joue plus pour soi, on joue pour l'équipe. Donc ça, c'est vraiment l'écologie, elle apporte une nouvelle approche, en fait, aux jeux de société et ça, c'est important aussi. Mmh. Des breaks, je crois qu'on peut jouer jusqu'à 8, si je dis pas de bêtises, mais généralement, c'est à partir de 2 joueurs. En moyenne, ouais, c'est 4-6 joueurs, hein. Ouais. Hop là. Ensuite, je vous en ai parlé un petit peu au début, on a l'écologie dans l'art. Alors, c'est un peu comme, les films, des fois c'est subtil, des fois pas du tout. Donc là, je vous ai identifié trois types d'œuvres. Donc je vous ai mis le cri, donc ça, c'est une œuvre extrêmement connue pour montrer, l'anxiété humaine avec, bah, là, pour le coup, on parle beaucoup d'éco-anxiété. Donc pour moi, l'œuvre parle pas forcément de, même pas du tout d'écologie, mais on peut y voir une angoisse à l'écologie. Donc c'est l'avantage de l'art, c'est qu'on peut y voir beaucoup de choses et l'éco-anxiété, fait partie des angoisses humaines aujourd'hui. Donc cette œuvre, elle est majeure et elle s'inscrit toujours dans notre époque. Ensuite, je vous présente un artiste portugais, pas portugais, excusez-moi, brésilien, excusez-moi, c'est Sebastião Salgado, qui est un photographe. Il va prendre des populations, des paysages pour montrer la réalité. Alors c'est plutôt des photos en noir et blanc. Je vous invite à aller voir son œuvre parce qu'elle est hyper intéressante. Donc c'est vraiment montrer ce qui reste à protéger. C'est-à-dire qu'il y a pas de détournement, il y a pas de c'est voilà, des photos brutes. C'est à nous de réfléchir sur notre environnement et enfin, un troisième type d'œuvre, bah, on prend en photo ou on fait une peinture des événements qui sont dans la nature ou de l'art. Là, par exemple, on a, The Spiral JT qui est, littéralement un art qui est inspiré de la nature. Donc là, c'est pour nous interroger. Pareil, ça reste une œuvre d'art. Vous pouvez voir ce que vous voulez, mais généralement l'artiste essaie toujours de mettre un petit quelque chose. Ça parle pas d'écologie, mais par exemple, vous avez eu cette histoire avec l'artiste qui a vendu une œuvre et au moment où l'œuvre a été adjugée, elle a fini dans un, déchiqueteur de papier et ça faisait partie de l'œuvre d'art et ça, bah, l'artiste a voulu amener à une réflexion. Donc il faut vraiment voir l'art toujours, sur l'ouverture à ça et les artistes vont des fois le dire de manière très subtile, comme des fois, ça va être, comme gros comme le nez au milieu de la figure. Et ben, c'est ce que je disais. Alors Mathilde disait: «C'est très subjectif» et c'est exactement ça. L'art, on a envie d'y voir ce qu'on veut. L'artiste peut essayer de porter un message, mais le message et c'est le cas avec toutes les œuvres qu'on avait avant, on peut le voir, on peut, ne pas le voir, on peut aussi être dans le déni, dire: «Ouais d'accord, mais non, mais ça va, voilà. J'ai bien fait, je pense». Mais c'est vraiment le principe. En réalité, on nous demande de parce que là, c'est ça qu'on nous demande aussi, c'est on nous demande de réfléchir. Est-ce qu'on a des fois, on a envie de réfléchir et de s'intéresser des fois, mais on n'a pas toujours envie. Il y a des jours où, même pour les plus écologistes d'entre nous, on n'a pas envie. C'est 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 toujours une charge en plus, c'est systémique. On n'a pas forcément envie de toujours être dans l'écologie parce que c'est des contraintes et des fois les contraintes, voilà, on n'a ni le temps ni l'envie et c'est à ça aussi que servent ces œuvres, à nous rappeler que ça existe aussi. Hop, si j'arrive encore à cliquer. Et justement, on en vient à ma première conclusion. En réalité, alors je sais pas pour ceux qui s'intéressent beaucoup, au cinéma, aux séries, comment c'est mis en place. Il faut savoir que souvent, dans les premières projections, on a un panel de spectateurs. Il y a beaucoup de gens, qui ne comprennent pas des œuvres. Il y a énormément d'œuvres qui ont été modifiées, pour correspondre justement au grand public. Et c'est là où en fait on a vraiment ce côté, est-ce que je divertis? Ouais, je sensibilise et là forcément, c'est assez compliqué parce que, on peut avoir un public qui peut être très réceptif comme pas du tout. Avatar par exemple, je vais parler de dimension écologique, mais en soi, vous pouvez, pas l'avoir du tout. Enfin, c'est joli, hein, mais il y a une belle histoire. En soi, l'écologie dedans, ouais, pourquoi pas. Ensuite, bah ouais, mais on peut regarder le film sans. C'est ça que d'habitude, c'est affiché.
Oui, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. C'est affiché, mais on peut apprécier le film sans, du tout avoir aucune notion d'écologie et le film est agréable. Pour en venir à la sensibilité, on a donc le club, c'est l'inverse. Enfin là, le message, pour ceux qui l'ont vu, on nous le balance à la figure, hein. Vraiment, c'est une brique dans le visage, hein. Il y a pas si on comprend pas le film là, c'est vraiment le film ne sert qu'à ça, hein. C'est littéralement un documentaire ou, un trigger warning. Et l'idée, c'est ça, c'est vraiment quel est l'enjeu? Donc s'il y a trop de divertissement, bah, le message est oublié. Il y a sûrement des œuvres qui ont parlé d'écologie, mais en soi, on n'a pas du tout vu. Si on moralise trop le public, bah, le public, il y a beaucoup de gens, ça va les saouler. Ils sont quand même là, les œuvres sont quand même souvent là pour divertir. Là, je vous ai montré pas mal de jeux vidéo. Peut-être que le jeu, il sensibilise et tout, il parle de beaucoup de choses. Si le jeu, il est pas amusant, vous demandez votre remboursement sur Steam, hein. Ça, il y a pas de problème, hein. C'est hyper important. Si le jeu a beaucoup d'enjeux, mais que derrière le gameplay est nul, votre jeu il sera mis à la poubelle. Voilà, donc l'idée, c'est toute la subtilité de, à la fois, des œuvres qui touchent et qui font réfléchir. Et enfin, alors j'aime bien terminer mes conclusions sur des questions qu'on peut se poser. Vous pouvez vous y réfléchir plus tard, maintenant aussi, hein, si vous avez déjà vous avez le droit d'avoir des réponses, vous avez le droit de vous poser d'autres questions. Je vais vous les lire, mais en soi, n'hésitez pas vraiment à réagir par rapport à ça, même au niveau du public, hein. C'est vrai qu'on vous entend pas forcément, mais ouais, mais je suis pas, voilà, niveau équipement, on a il faut ce qu'il faut. Voilà, une œuvre peut-elle vraiment changer nos comportements écologiques? Moi, si vous voulez, je ferai une mini réponse pour chaque, si vous voulez après. Préférez-vous une œuvre qui fait réfléchir ou qui divertit avant tout? Et les créateurs devraient-ils avoir une responsabilité écologique? Voilà. C'est des questions très ouvertes, hein, chacun a sa réponse. Heu En tout cas, voilà, c'est une réflexion, de fin. Est-ce qu'une œuvre peut vraiment changer nos comportements écologiques? Alors pour la première, j'ai envie de dire généralement, c'est un petit peu le chien qui se mord la queue. Heu, on a déjà une conscience écologique. C'est-à-dire que moi, tous les jeux dont je vous ai parlé, c'est des jeux que je vais acheter. J'ai déjà un intérêt pour la chose. C'est-à-dire qu'en gros, peut-être que des fois, un jeu qui a un énorme gameplay va peut-être faire réfléchir sur la chose, mais généralement, le gamer que je suis, est déjà dans cette approche. Voilà. Pour la deuxième, préférez-vous une œuvre qui fait réfléchir ou qui divertit avant tout? Comme je vous dis, c'est un délicat équilibre. Même si j'ai une œuvre qui parle beaucoup d'écologie, si le gameplay est pas bon, je vais pas y jouer. Il faut vraiment avoir un équilibre subtil. Et les créateurs devraient-ils avoir une responsabilité écologique? Et ben, comme je vous ai dit juste avant, en tout cas pour le jeu vidéo, c'est beaucoup les studios, indépendants qui vont faire, réfléchir à ça, en termes de jeux vidéo. En termes d'œuvres d'art, bah, comme je dis, bah, c'est les artistes qui veulent faire réfléchir sur quelque chose. Là, ça peut être d'écologie, mais ça peut être aussi sur d'autres sujets. Donc ça dépend, mais souvent, oui, l'artiste en lui-même va essayer de faire passer un message, qui lui tient à cœur.